Le débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Deux thèmes aujourd'hui. Cette rumeur persistante sur la libération du chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé. Nous avons la chance d'avoir trois éminents confrères et un célèbre avocat. On va leur demander s'ils ont recoupé cette information et qu'est-ce que le recoupement donne. On va également parler de la situation sociopolitique encore tendue avec cette manifestation annulée à la dernière minute de la CFR, la convergence des forces républicaines. C'était autour du boulevard de l'Indépendance ce samedi. Et si le temps le permet, cette proposition de date pour la présidentielle en Guinée-Conakry le 18 octobre prochain, une proposition de la CENI. Des questions que nous allons aborder avec nos invités, Maître Konaré, avocat, Youssouf Sissoko, directeur de publication de Info 7, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Premier thème, Baba Ahmed, cette rumeur persistante, est-ce que vous avez été interpellé là-dessus? Libération de Soumaïla Cissé. Plusieurs fois, parce que c'est pas la première fois, c'est des rumeurs qui arrivent. Et souvent, quand vous interrogez dans les camps de Soumaïla, ou de l'IRD ou de la famille, on dit que ces rumeurs de libération de Soumaïla arrivent quand il y a des pics de tensions sociales, quand il y a des... Donc c'est un peu pour peut-être un peu calmer les gens ou donner espoir aux gens. Donc il y a ceux qui pensent que ça va dans ce sens-là. Moi j'ai entendu récemment des noms des gens aussi qui sont soi-disant qui sont impliqués et tout ça. Donc on a l'impression que dans un malheur, il y a des gens qui se font de la publicité, des gens qui se donnent qui s'adonnent à certaines spéculations qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas vraies. Youssouf Sissoko, j'espère qu'également au niveau de Info 7, vous avez été beaucoup sollicité par rapport à cette actualité, cette rumeur, disons. Oui, merci Sekou et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et effectivement, depuis plus d'une semaine, la rumeur de libération de Soumaïla circule beaucoup. Et d'ailleurs, moi, par curiosité, j'ai tenté de joindre en tout cas certains cadres de l'URD qui n'ont pas confirmé du tout en tout cas cette rumeur. C'est en phase de rumeur et je pense que peut-être que dans les jours à venir, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Et en même temps, ils ont profité de l'occasion pour me dire que, tellement que les rumeurs ont couru, ils entendent en tout cas organiser une conférence de presse demain pour justement informer l'opinion nationale et internationale sur les actions qu'ils vont entreprendre dans le cadre de la libération de Soumaïla Cissé. Ok, Maître Konaré, rumeurs. J'ai appris les rumeurs comme tout le monde, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des tractations qui n'ont pas encore abouti. D'accord, Serge Daniel. À ce stade, pour moi, ce sont les rumeurs, je n'en dirai pas plus, mais l'observation que je voulais faire, c'est quand même la différence entre les réseaux sociaux et la presse. Moi, je suis très heureux d'être journaliste et de ne pas être patron d'un réseau social. Les réseaux sociaux ne font pas la révolution. Si c'était un journal qui avait annoncé la libération de Soumaïla Cissé, comme on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, il perdait sa carte de presse. Je veux dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de très sérieux pour moi souvent. Un dernier tour de table là-dessus, mais quand même, Baba, on est en train d'aller vers les 100 jours d'incarcération de Soumaïla Cissé. Le chiffre 100, c'est symbolique. Est-ce que ce sera peut-être une occasion pour qu'on puisse assister au dénouement enfin dans cette affaire-là? Oh, c'est très symbolique. C'est un trimestre. Passé dans des conditions très difficiles, avec des gens souvent qu'on ne connaît pas. Mais selon les infos qu'on a, en tout cas qu'on a pu recouper avec des sources qu'on pense crédibles, c'est que les tractations sont bon train, les négociations sont en cours et il ne reste plus en ce moment que de tomber d'accord sur ce qu'il faut faire. Mais quand même, les négociations ont bien commencé, ça c'est sûr. L'émissaire fait les va-et-vient et tout montre que peut-être dans un mois ou dans 2-3 semaines, peut-être qu'on peut s'attendre à une libération du chef de file de l'opposition. Bon, je vois la gêne, on remarque la gêne. Les journalistes, ce n'est pas comme les réseaux sociaux. Mais Youssouf Sissoko, récemment, le président de la République a quand même dit que
on connaît un peu les ravisseurs, et puis bon, peut-être ça c'est un signe d'espoir. Que le président dise qu'on est en contact avec les ravisseurs, on les connaît, ça veut dire que tout se passe bien jusque-là. Oui, effectivement, il avait vraiment donné de l'espoir à la famille biologique, à la famille politique de Soumaïla Cissé, en affirmant en tout cas que les contacts avaient été pris avec les ravisseurs de Soumaïla. Mais jusque-là, ils sont bientôt là. Il a dit bientôt il sera libéré. C'est son bientôt qui tarde à venir. Et je pense que ça inquiète plus d'un. Et c'est devenu vraiment un caillou dans la chaussure du président de la République et de toutes les autorités qui avaient vraiment donné toutes les garanties lors des élections législatives que toutes les conditions sécuritaires sont réunies pour battre campagne. Donc oui, c'est vraiment une mauvaise image en tout cas pour l'État. Oui, Serge, on souhaite que le bientôt ne soit pas les 3 semaines, sinon les 1 mois de Baba Ahmed. Voilà, j'ai vu clignoter les yeux, les téléspectateurs n'ont pas vu, enfin on va doucement. Parce que, encore une fois, ce sont des rumeurs. Moi, Soumaïla Cissé, c'est le chef de l'opposition. Et puis dans la vie, on a des amis. Moi, c'est un ami personnel, donc c'est doublé d'une amitié. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. À ce stade, je considère que ce sont des rumeurs. Mais qu'on pourrait voir très rapidement la fumée blanche. Mais je ne dirai pas plus. D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, sinon le premier. Situation politique toujours tendue au Mali. La CFR, Convergence des forces républicaines, avait appelé à un meeting de soutien aux institutions de la République ce samedi. Un rassemblement annulé à la dernière minute. Quant au mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, il a affirmé aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la démission du président de la République et de son régime, même si certaines sources croient savoir que le M5 RFP est en train de se déradicaliser. Justement, cette caricature signée Adama Djongo qui pense que le bateau Mali est en train de tanguer et on voit des citoyens, 3, en train de vouloir le ramener au niveau de la rive. Sissoko, votre point de vue sur cette situation toujours tendue entre M5 RFP et puis CFR? Oui, effectivement, c'est vraiment une situation déplorable. Et dans toute cette histoire, c'est le silence assourdissant du président qui inquiète un peu, puisque beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs pensaient qu'après la grande manifestation du 19 juin, que le président de la République allait au moins prendre des décisions fortes pour, n'est-ce pas, sortir un peu de cette crise. Mais hélas, jusque-là, le président, il s'est emmuré, en tout cas dans son palais, il n'arrive pas jusqu'à présent en tout cas, à sortir et à s'adresser en tout cas au peuple malien. Mais au-delà de ça, il faudrait justement déplorer aussi le fait que la CFR, la Convention des forces républicaines, qui avait voulu tenter justement une contre-marche, si je peux m'exprimer ainsi, et cette contre-marche a été annulée. Et bon, selon la version officielle, elle a été annulée tout simplement parce que la MINUSMA avait demandé, en tout cas, de donner une chance au dialogue. Mais est-ce que c'est réellement cela? Parce qu'ils avaient fait une première assemblée générale, c'était pour jauger un peu leur capacité de mobilisation au Palais des Sports. Mais c'est cette assemblée générale qui a été un véritable fiasco. Donc, à partir de là, peut-être qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Donc, à partir de l'échec, en tout cas, des véritables soutiens d'Ibeka, je crois qu'il doit maintenant sortir pour prendre une décision avant que le M5 RFP ne sorte encore pour une 3e fois, parce qu'une 3e sortie risque d'être un peu dramatique. Donc il faudrait éviter cela. Oui, Baba Ahmed, est-ce que pour les observateurs que nous sommes, est-ce que ce n'était pas bien que cette manifestation du 27 de la CFR puisse se tenir pour que, en tant qu'observateur, on puisse jauger, on puisse se rendre compte de l'équilibre un peu des forces, puisqu'on est dans un rapport de force. On a vu le M5, beaucoup d'observateurs auraient également souhaité voir la CFR pour jauger les deux forces en présence. Oui, justement, sauf que est-ce que c'est bien pour le pays ou pas? C'est clair que nous, on veut bien savoir quelle est la force des uns et des autres. Mais est-ce parce que c'est déterminant aussi. Exactement. Mais je pense que le mieux était, effectivement, c'était une décision très sage de repousser cette marche. En tout cas, mais on verra bien. Est-ce qu'il y a, Youssouf vient de parler tout à l'heure
de l'échec de l'Assemblée générale de la coalition qui soutient le président. Moi, je ne suis pas... c'est sûr que cette Assemblée, je ne dirais pas échec, mais c'est sûr que cette Assemblée générale a montré une certaine faiblesse dans l'organisation et dans la capacité de mobilisation des partisans du président de la République. Et 2 jours après, tenir une grande rencontre pour faire la concurrence à celle du 5 juin ou du 19 juin, c'est un gros risque et c'est pas sûr qu'ils vont relever. Et pour moi, c'était plutôt une décision politique sage de repousser cette rencontre pour mieux peut-être s'organiser. Et peut-être qu'on verra bien si les 2 pôles ou les 2 coalitions vont se jauger sur le terrain. Mais très franchement, en tant que Malien qui est soucié de la paix dans son pays, pour moi, ces manifestations ne sont pas bon signe. Des 2, du M5 ou de la CFR ou des... Non, des deux, mais surtout quand on est au pouvoir, on doit aussi être à certains niveaux. Aussi, bon, si les gens sortent pour demander que leurs voix ont été volées, qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas ça, ça c'est leur droit. D'accord. Donc, voilà. Maître Konaré, sur la situation actuelle. Oui, je trouve que c'est très sage d'avoir annulé la marche, ou si vous voulez la contre-marche de la CFR. Cela consistait à jeter de l'huile sur le feu, cette marche-là, et c'était de nature à exposer le pouvoir à un discrédit total au cas où la CFR n'aurait pas pu mobiliser autant que le M5 RFP. Par ailleurs, je trouve que un pouvoir politique n'a pas à se livrer en spectacle à travers des contre-marches. Il doit plutôt chercher des solutions pour stabiliser le pays. Marche et contre-marche sont de nature à donner du Mali l'image d'un pays instable. Et un pays instable, personne n'y investit 1 franc. Et si on n'y investit pas 1 franc, aucun de nos problèmes ne sera résolu. Et donc, c'est très sage d'avoir repoussé cette marche, ou de l'avoir annulée. Il est bon maintenant d'engager des discussions sérieuses pour sortir de la crise qui nous frappe aujourd'hui. Une crise politique, une crise sécuritaire, une crise multidimensionnelle qui aujourd'hui dépasse les capacités même de la MINUSMA qui était censé venir stabiliser la situation. Serge Daniel. Dans le camp présidentiel, il y a 2 camps. Dans le camp présidentiel, il y a 2 camps. On a le Ensemble pour le Mali, la majorité présidentielle, qui actuellement, au moment où nous parlons, est en réunion avec la MINUSMA dont vous parlez, la CEDEAO et l'Union africaine pour une sortie de crise, une sortie politique de crise. De l'autre camp, vous avez ce qu'on appelle le CFR, la CFR, qui veut se comporter, si vous voulez, comme des militants sur le terrain, comme le M5. Donc vous avez 2 côtés de la mouvance présidentielle, ou le M5 de l'autre côté, ça peut former un triangle, je ne sais pas s'il est isocèle ou équilatéral, vous me direz. Et donc c'est ce que je constate. D'un côté, dans la mouvance présidentielle, vous avez ceux qui veulent régler politiquement la chose, et de l'autre, ceux qui disent, nous allons montrer nos muscles comme ceux du M5. Il y a eu une seule rencontre en majorité présidentielle et M5. Il y aura probablement une deuxième cette semaine-là. Je voulais vous revenir sur ce que vous dites. Ce que je partage dans votre sortie, c'est que désormais, les cartes sont dans les mains du président de la République. Je crois que cette semaine, c'est lui qui doit dérouler le grand jeu. On va revenir, je suppose, tout à l'heure sur la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, je ne vais pas dévancer les événements. Je pense c'est là où il doit intervenir cette semaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de négociations, des tractations, des propositions de sortie de crise. Et je pense que c'est lui, peut-être qu'on attend aujourd'hui, pour dire, voilà la direction que je vous propose de prendre. C'est ce que je pense. Oui, Baba Ahmed, depuis la manifestation du 19 juin et puis celle annulée du 27 juin, quel bilan peut-on faire également des tentatives de rapprochement? Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on se fie avec ce qu'on a,
on peut se dire que bon, la troisième sortie du M5, on peut l'éviter et qu'il est possible que les deux parties puissent trouver une solution autour de la table. Est-ce que vous avez cette impression quand vous regardez un peu l'issue des différentes tentatives de rapprochement? Non, il y a des choses qui se passent en ce moment. C'est-à-dire que les différents pôles, que ce soit l'M5 ou la mouvance présidentielle conduite par EPM, sont dans un processus de négociation des rencontres. Et de l'autre côté, le comité stratégique du M5 et du CFR aussi sont en train de s'organiser les prochains jours, les prochaines semaines aussi, pour que si le côté négociation n'a pas marché, ils puissent continuer leur sortie, leur contestation. Donc jusque-là, on est dans cette situation. Cependant, selon les dernières infos que j'ai eues, c'est que le côté des M5, certains commencent quand même à se déradicaliser et de chercher de moins en moins la démission du président. D'après ce que j'ai appris, il y a encore une ou deux personnes qui ne sont pas dans cette configuration, mais déjà la totalité, en tout cas les restes des autres groupes sont tous aujourd'hui d'accord sur en tout cas, que le président, il ne demande plus la démission du président, mais il demande bien l'Assemblée, c'était la destitution de l'Assemblée, la destitution de la Cour. Certaines, oui. Tout à fait. La destitution de la Cour constitutionnelle, et puis aller dans un gouvernement d'union nationale qui sera conduit par une autre personne. Oui, quelle pourrait être l'issue de cette dissension à l'interne, M. Sissoko, au sein du M5, puisque il y a certains qui veulent aller jusqu'au bout, la démission du président et de son régime, mais il y a d'autres qui pensent que s'il doit y avoir transition, le président peut conduire cette transition, même s'il ne fera qu'inaugurer les chrysanthèmes, avec à ses côtés un Premier ministre de plein pouvoir. Il y a ces deux camps au sein du M5. Serge a dit qu'il y a deux camps au niveau de la majorité, mais on a l'impression également qu'il y a deux camps au sein du M5. Oui, effectivement, il y a deux camps, et selon mes informations, mais les deux camps ne sont pas tellement antagonistes. Et quand tu analyses un peu les différents mouvements qui se sont regroupés au sein du M5, c'est des mouvements souvent qui sont opposés idéologiquement. Donc il y a l'aile dure composée par exemple de certains de l'EMK, comme Cheikh Oumar Sissoko. Et de l'autre côté, il y a la CEMAS. Bon, la CEMAS, je pense qu'ils sont un peu plus modérés que les autres. En tout cas, il y a le FSD aussi qui est peut-être un peu plus modéré. Mais apparemment, les lignes ont véritablement bougé parce que, selon mes informations, parce que après leur contact avec la communauté internationale, la CEDEAO bien entendu, et la MINUSMA, je pense que les lignes semblent bouger. C'est vrai, ils sont toujours campés sur leur position et de demander en tout cas la démission du président de la République. Et je crois que tout ça est dû au fait qu'ils ont comme l'impression que le président méprise un peu, parce que le fait de ne pas agir à temps et de laisser justement la situation pourrir un peu, c'est ce qui fait que, en tout cas, certains au niveau du M5 sont un peu mécontents en tout cas de l'attitude. Mais je pense que dans les jours à venir, ils ont une conférence de presse demain lundi je crois, et au cours de cette conférence je crois qu'ils vont dire en tout cas la marche à suivre. Mais je pense que les lignes ont véritablement bougé. Très rapidement, avant qu'on revienne peut-être sur la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, pour dire que dans les deux camps, je ne sais pas si c'est parce qu'on est côte à côte et qu'on est pris la place d'Alexis, mais on s'entend ce soir, je pense qu'il y a des modérés. Le président de la République, c'est le plus modéré de son camp. Parce que si on comptait, si on écoutait d'autres de la majorité, il fallait même interdire les marches de l'opposition, par exemple. Mais de l'autre côté, le plus modéré, je pense, l'un des plus modérés, c'est Mahmoud Dicko. Je sais qu'il y a eu une rencontre secrète entre les deux modérés des deux camps. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est l'histoire qui le dira probablement un jour. Mais le fait qu'ils se soient rencontrés, c'est-à-dire le président de la République et Mahmoud Dicko, sans témoin, d'après mes informations, ça veut dire que probablement que ça évolue positivement. Voilà, je voulais me permettre de le dire. Ok, Maître Konaré, comment est-ce que vous voyez tout cela? Moi, j'aimerais répondre aux interrogations que je vois dans la presse et sur les réseaux sociaux, sur la faisabilité juridique de certaines mesures que le président pourrait prendre dans le cadre d'un compromis. Tout d'abord, je vous dis,
les juges de la Cour constitutionnelle peuvent démissionner librement. Mais au cas où un ou plusieurs juges refuseraient de démissionner, le président de la République, en activant l'article 50, peut les chasser tous de la Cour constitutionnelle. Par rapport à l'Assemblée nationale, le président, en application de l'article 42, peut dissoudre l'Assemblée. Et en attendant de nouvelles élections, avant de dissoudre l'Assemblée, il demande une loi d'habilitation jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée soit en place. Et donc, cette loi d'habilitation lui permet de gouverner par ordonnance en attendant la nouvelle Assemblée, et cela en application de l'article 74 de la Constitution. Vous allez me demander mais que faire des délais prévus par la Constitution en cas de dissolution de l'Assemblée? Parce que la Constitution prévoit un délai de 21 à 40 jours. Eh bien, cette difficulté peut être contournée par le fait pour le président de demander au nouveau juge de la Cour constitutionnelle donc de l'autoriser, de proroger la loi d'habilitation. D'accord. Alors c'est ce mécanisme que je vois pour gérer juridiquement la situation tout en préservant, n'est-ce pas, tout en respectant la Constitution. Maintenant, le gouvernement d'union nationale, ça c'est politique. Est-ce que ça va se faire avec le Premier ministre actuel? Est-ce que le Premier ministre actuel devra démissionner pour laisser la place à un Premier ministre plus consensuel? Combien de ministères, quel sera le quota de la société civile, de la majorité et de l'opposition? Ça fait partie des débats qui doivent intervenir entre le M5 RFP et le président de la République. Mais encore une fois, seul le président peut régler ces situations-là, et il ne pourra pas le régler si lui-même devait disparaître de la scène. D'accord. On va rester avec vous. Hein. Vous nous avez amené dans cette équation juridique, on va même en parler, la dissolution de la Cour constitutionnelle et la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais Maître Konaré, en termes de primauté, qu'est-ce qui doit venir d'abord? Parce que en dissolvant tout de suite l'Assemblée nationale, on sait que le président de l'Assemblée nationale doit désigner les trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. On va peut-être lui empêcher cette prérogative. Alors que les deux souffrent de crise de légitimité, qu'est-ce qui doit être fait? Mais avant de dissoudre, vous demandez au président de l'Assemblée nationale de donner au président la liste de ces trois membres. C'est tout. Même s'il y a une crise de légitimité. Oui, mais il faut bien appliquer la loi. Ce que moi je pense, c'est que le droit seul ne va pas régler la question. Bien sûr. Je pense qu'il faut une solution à la fois juridique et politique. Donc je ne sais pas si ça se dit solution juridico-politique. Oui. Qu'est-ce qui bloque à la Cour aujourd'hui? Il y a une partie qui a démissionné. En revenant, j'ai vu un tweet de Kassim Traoré qui disait qu'il y avait un cinquième aussi. Voilà, je n'ai pas vérifié, mais Kassim Traoré, il a de bonnes sources généralement. Le véritable problème, c'est la présidente de la Cour qui ne veut pas démissionner. On lui a demandé de démissionner, il a dit non. Elle a été plus loin en disant, d'après mes informations, si vous me démettez, je vais porter plainte. J'ai déjà porté plainte contre un président de la République, j'ai gagné. Donc il y a blocage. Mais il faut quand même, on ne cherche pas à trancher, à dénouer un nœud gordien. Il faut le trancher. La République est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Ça c'est un. Donc ça c'est un problème. C'est pour ça que je dis, la balle est dans le camp du président de la République. L'Assemblée nationale. On a pensé à un moment que le bureau de l'Assemblée nationale pourrait démissionner. Si le bureau de l'Assemblée nationale démissionne, c'est qu'il y a un droit, on règle en partie le problème. Parce que M. Tebeni, qui est contesté à la fois comme député, mais à la fois comme le personnage de l'État qui pourrait remplacer le président de la République en cas de vacance du pouvoir, on règle le problème. C'est pour ça que je parle de solution juridico-politique, mais il faut aller vite, de mon point de vue. On peut être ministre de la République sans savoir que des chefs d'État étrangers ont appelé pour dire qu'ils envisageaient de venir. De l'étranger, les gens sont très inquiets de ce qui se passe. Et c'est pour ça, j'estime encore une fois que dans cette solution juridico-politique, le président de la République est central, comme tu le dis, Maître Konaré, est central, comme vous le dites.
est central comme tu ne le dis pas. Oui, vous l'avez tous affirmé, il faudrait que le président aille vite. La dissolution et de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale peut peut-être permettre de dégonfler un tout petit peu, de décrisper la situation, Youssouf Sissoko. Oui, c'est vrai, mais en fait, comme Serge l'a dit, il faut surtout, à des problèmes politiques, il faut des solutions politiques. Moi, je pense que on peut peut-être, en dissolvant à la fois la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne risque pas de provoquer une autre crise? Ça, c'est un peu ma lecture. Mais moi, je pense qu'au niveau de l'Assemblée, puisque le problème est connu, il s'agit justement des députés qui ont été mal élus, des députés qui seraient nommés par la Cour constitutionnelle. Est-ce que si ces députés-là pouvaient faciliter la tâche au président de la République en démissionnant tout simplement pour qu'on organise des élections partielles, comme cela avait été proposé par la CEDEAO, etc., etc. Mais pour la Cour constitutionnelle, moi je pense que ça, le problème est résolu pratiquement à moitié. Parce que si 5 personnes déjà, je parle sous le contrôle de maître, si 5 personnes déjà démissionnent, ça veut dire que les 4 autres qui sont là, ils ne peuvent plus délibérer. Donc moi je pense que le président peut passer par d'autres mécanismes pour obliger justement les 4 autres qui restent de démissionner. Parce que comme il a si bien dit, nul n'est au-dessus de la République quand même. Oui. Parce que ça fait quand même 2 semaines... Pardon, c'est pas bon. Non, allez-y. Ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas de gouvernement. Et on va pas... Le pays est bloqué, disons, au point mort. Et donc, on ne va pas rester comme ça. On ne peut pas être reçu par un ministre, l'économie, les bailleurs de fonds disent « mais attends, les investisseurs disent on n'a pas d'interlocuteur ». Donc c'est quand même au point mort et on ne peut pas quand même continuer. Je sais que ça travaille, mais il faut aller un peu plus vite. Oui, Baba Youssouf préconise aux députés mal élus de démissionner. Voilà, dans ce cas, qui est mal élu, qui est bien élu? C'est ça également, c'est un autre débat. Non, je pense qu'il y a une trentaine de députés qui sont concernés par... 31, voilà, qui sont concernés par cette affaire-là. Demander aux députés de démissionner, alors ça, s'ils veulent ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme vous dites, le président de la République, il a un veto à main. Et ce veto s'appelle l'article 50. Et avec cet article 50, il peut régler la situation. Ma question est, et selon en tout cas ce qu'on entend, c'est qu'il change constamment des positions, il change constamment d'avis, il change constamment des décisions et il est entouré par des gens qui lui conseillent souvent bien, d'autres. Mais en tout cas, toute la solution est entre les mains du président et il peut avec, et je parle sous le contrôle de Maître Konaré, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc tout ce que la Constitution n'interdit pas, c'est autorisé. Donc c'est là, pour moi, il faut aller dans ces sens-là et que le président doit prendre... Il peut régler cette situation qu'il les règle vite, mais aussi rapidement pour que le pays puisse continuer. Et surtout, comme je pense que tout le monde vient de partager, c'est que la démission du président aujourd'hui, à part quelques radicaux encore, ne plie en tout cas la question aujourd'hui. Oui, Maître Konaré, au-delà de la crispation cristallisée autour du M5 RFP et de la CFR, il y a véritablement une crise des institutions au Mali. Prenons les 8 institutions, essayons de les ausculter, leur état de santé, le président de la République, comment est-ce qu'il se porte, le gouvernement, comment est-ce qu'il se porte, la Haute Cour de justice, crise de légitimité, la Cour constitutionnelle, il y a une véritable crise des institutions. Est-ce que tout cela n'est pas l'occasion d'aller sur de nouvelles bases compte tenu de ce contexte où les institutions, la plupart des institutions se portent très très mal aujourd'hui au Mali? Mais c'est dû simplement au fait qu'on est allé recopier les lois françaises pour les appliquer au Mali. C'est un peu partout en Afrique française. Non, mais laissez-moi terminer. On a recopié des lois qu'on a transposées dans notre pays sans nous demander ce que c'est. Comment voulez-vous que... Je vous ai souvent cité cet exemple. Je n'ai pas parlé de la Cour suprême où le président mais est à la retraite. C'est toutes les institutions. Ouais. Moi, je serais président, je dissoudrais la Cour suprême. Elle ne sert à rien. Elle ne fait que retarder les procédures. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez que votre affaire soit jugée à la Cour suprême, il faut attendre 5 ans. Comment voulez-vous qu'un villageois de Ousubi Gandja ou de Djabali, pauvre, analphabète, fasse le parcours du tribunal d'instance, de la Cour d'appel, de la Cour suprême? Surtout que maintenant, à la Cour suprême, les procédures sont devenues interminables. Vous pouvez trouver 4 procédures rien qu'au sein de la Cour suprême.
Alors donc je vous dis, on a recopié des lois qu'on est en train de nous appliquer ici et des lois que nous ignorons, des institutions qui ne sont pas adaptées à notre société. Il faut les réformer et cela doit faire partie du mandat des missions principales du futur gouvernement d'union nationale qui est promis à notre pays. Alors il faut réformer les lois, il faut réformer la constitution de manière à les adapter à nos réalités. Pour l'instant, ce sont des textes et des institutions calquées, copiées en France et qui ne marchent pas ici. D'accord. Sissoko, comment transformer cette crise-là en opportunité? On parle de contrôle citoyen, de redevabilité, ne serait-ce qu'avec les manifestations du M5 RFP. Comment faire en sorte que tout cela perdure dans le temps? En fait, transformer la crise en opportunité et à jamais. Oui, c'est-à-dire qu'on peut bien transformer la crise en opportunité. Et il suffit tout simplement que le président de la République, qui est le gardien justement du temple, comme on le dit en d'autres termes, que ce président-là, en tout cas, descende de son piédestal ou pas. De son piédestal ou royal, parce que en fait, le président est trop distant, en tout cas, de son peuple. C'est pourquoi, en tout cas, quand il y a des crises, et au lieu d'anticiper, il attend chaque fois que les crises, en tout cas, s'enveniment pour, en tout cas, jouer aux sapeurs-pompiers. Moi, je pense qu'il faut que le président soit un véritable président de la République et qu'il appelle, en tout cas, toutes les compétences, toutes les intelligences et qu'ensemble, franchement, qu'il se considère même comme un président de transition à la limite. Parce que le Mali, aujourd'hui, et certains l'ont dit, on ne peut vraiment pas se permettre, en tout cas, d'animer véritablement la démocratie comme ça se doit, une opposition, une majorité, ça ne marchera pas parce que nous sortons d'une crise. On n'est même pas sorti de la crise. De 2012 à aujourd'hui, nous sommes dans une crise et pour sortir justement de ça, il faudrait justement que tous les Maliens, toutes les compétences soient appelées autour du Mali pour en tout cas donner la thérapie nécessaire. Oui, mon sentiment, c'est que dans ce pays comme dans d'autres pays, on ne respecte pas les engagements. On ne respecte pas les engagements, on ne dit pas, on ne fait pas ce qu'on on décide de faire. C'est ça le véritable problème. Si vous prenez le dialogue national inclusif, il y a du bon dans le dialogue national inclusif. D'ailleurs, je verrai le Mahmoud Dicko, président de la commission de suivi de ce dialogue national inclusif, c'est qu'on n'a pas une commission du suivi du dialogue national inclusif qui a fonctionné. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a eu un autre dialogue avant qu'on appelait la conférence d'entente nationale. C'est-à-dire qu'il y a un sociologue que moi j'aime bien qui s'appelle Bachelard, qui disait la prospective, c'est le fait non seulement de voir l'avenir, mais de voir plus loin. C'est-à-dire que le ministre du plan dans un pays, son rôle est de dire, bon, dans 5 ans, qu'est-ce que nous allons devenir? Pensez dans 5 ans, par exemple. Mais il y a des penseurs ici, il y a des planificateurs ici, mais on ne respecte pas. On ne leur met pas les moyens à leur disposition, et ensuite on ne respecte pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas cette volonté de voir à moyen et à long terme, ce qui fait que du coup, on est tout le temps en train de gérer les crises. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on parte. Il faut régler ce problème-là, parce que ce n'est pas réglé. On a une crise politique qui dure quand même depuis bientôt 1 mois. C'est très important. Et qu'on prenne des résolutions qu'on respecte, finalement. Et ça, on peut le faire, parce qu'il y a des hommes capables. Et on a dit ici, la dernière fois, que la crise a révélé quoi? Qu'à l'intérieur du Mali, nous avons très peu d'acteurs capables aujourd'hui de réunir majorité opposition. Ce soir, je vous le disais, c'est la MINUSMA dont vous parlez, la CEDEAO et l'Union africaine qui rencontrent la majorité présidentielle. Mais pourquoi? Mais parce que nous n'avons plus de levier à l'intérieur dont la voix porte pour régler ce genre de situation. C'est pour ça que c'est un échec à nous tous, cette crise. Et ce n'est pas la première crise. On aurait dû tirer les leçons des anciennes crises. Oui, une dernière question sur l'aspect institutionnel, Maître Konaré. Est-ce que ce n'est pas parce que dans notre ordonnancement institutionnel, le président de la République, c'est comme un monarque, ça n'a pas commencé avec Ibeka. Si le président, il nomme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale est issu de son camp, il nomme à peu près 6 membres de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, il n'est pas étranger, la Cour suprême, le Conseil économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas déposséder un tout petit peu le président de certaines de ses prérogatives? Le fait qu'il soit la clé de voûte des institutions, est-ce que ce n'est pas cela qui fait que quand il tousse, ça se ressent? Mais quand il ne se porte pas bien, ça se ressent sur les autres institutions. Bien sûr. En réalité, c'est une erreur de penser, comme on le dit souvent, que le Mali, à l'instar de la France, est doté d'un régime semi-présidentiel. En réalité, notre
système de gouvernement repose sur un régime présidentialiste. Je ne dis pas présidentiel, comme les États-Unis, non. C'est un régime présidentialiste en ce sens que l'institution présidentielle a fini de phagocyter tous les autres pouvoirs. Il n'y a plus de contre-pouvoir institutionnel. Personne ne peut dire non au président de la République. Et c'est ça qui a suscité, n'est-ce pas, un contre-pouvoir de rue qui s'appelle M5 RFP. Normalement, tout ce qui se passe, devrait être contrôlé par l'Assemblée nationale, sanctionné par des commissions d'enquête, etc. Mais le Parlement a abdiqué de ses prérogatives depuis longtemps. D'accord. La Cour constitutionnelle, les juridictions, tout est phagocyté par l'exécutif. Et c'est ça qui facilite en réalité les manifestations de rue, les contre-pouvoirs de rue. Okay. Et donc il faut changer les lois, changer la constitution, changer la pratique républicaine pour que le président ne soit plus ce monarque républicain qui nous gouverne aujourd'hui. D'accord. Baba, on apprend que demain, le M5 RFP sera devant la presse. Qu'est-ce qu'on peut présager de cette rencontre avec les journalistes? Ça peut être décisif, ce qui va être annoncé demain. Non, je pense que d'abord c'est pour maintenir ce contact avec les médias et d'occuper le paysage médiatique. Ça c'est un. De deux, expliquer leur position. Comme on est tous unanimes là-dessus, on vient de dire que les lignes ont commencé à bouger et que la démission du président aujourd'hui n'est plus en tout cas n'est plus l'objectif de tout le monde. Donc peut-être qu'ils vont plus expliquer leur position, leurs attentes, et puis on verra bien comment va réagir l'autre camp qui est la convergence des forces républicaines. Ça peut être cela, ils peuvent annoncer que les lignes ont bougé, mais Sissoko, ils peuvent également appeler à manifester vendredi prochain, puisqu'on a également appris ça, de sources informelles, on a eu des textos qui font croire à des manifestations vendredi prochain. Mais on va s'en tenir à ce que la conférence de presse, ce qui sera dit. Et effectivement, nous avons tous appris la même information. Ils vont quand même continuer à maintenir la pression, puisqu'ils pensent que jusque-là, ils n'ont pas été répondus, en tout cas à souhait. Donc, si en lâchant du lest, ils pensent que peut-être que le long parcours qu'ils ont quand même pu faire, ils risquent de tomber dans l'eau. C'est pourquoi ils vont maintenir la pression. Et c'est fort possible qu'ils fixent même la date, en tout cas, de la prochaine sortie. Et je pense que peut-être c'est histoire, en tout cas, de permettre au camp d'en face, en tout cas, de faire des propositions concrètes. Sinon, ils ne seront pas du tout opposés à des propositions. Mais ils voudraient bien que ces propositions-là viennent de l'autre côté, pas eux. D'accord, c'est Daniel. Je pense que le M5 est à la recherche d'une nouvelle respiration politique. Demain, je pense qu'ils vont maintenir la pression. Mais si vous voyez, tout tourne quand même essentiellement autour de Mahmoud Dicko. Il devient le personnage central. Avant de venir ici, j'ai appris une information qui m'a étonné, mais je crois à ça. Soumeilou Boubé Baïga a rencontré, par exemple, Dicko, ce qui était impensable il y a 3 mois. Donc, c'est pour vous dire que c'est mouvant. Demain, ça peut changer encore. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on aille vite. Ils vont mettre la pression. Que le président s'adresse, s'il veut, encore à la nation. Cette fois-ci, pas un discours écrit par 3 personnes, qu'il lira ou qu'il lira pas, mais un discours qu'il écrit lui-même et qu'il lit, et pour qu'on sorte de cette crise-là. Voilà une actualité qu'on va suivre, et pour approfondir le débat à partir de 21h, Robert Dissa reçoit des spécialistes de droit public autour du thème la crise du droit et le droit de la crise. Ce sera avec Dr Boubacar Diawara, spécialiste de droit public, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, mais il ne va pas prendre la parole en tant que ségal de la Cour constitutionnelle. Paul Traoré, constitutionnaliste, Souleymane Dey, constitutionnaliste, et Abdul Karim Doumbia, également constitutionnaliste, à partir de 21h avec Robert Dissa. Dernier thème de ce débat du dimanche, la Guinée présidentielle le 18 octobre prochain. C'est une proposition de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution pose des préalables, entre autres la suspension de la nouvelle Constitution et la relecture du fichier électoral. Youssouf Sissoko,
vous pensez que elle pourra se tenir, cette élection présidentielle en Guinée, le 18 octobre prochain? Ça m'étonnerait fort, hein, parce que, en fait, moi je pense que la CEDI, c'est vrai, elle est dans son rôle, hein, parce que c'est elle qui doit justement fixer la date de l'élection présidentielle. Maintenant, cette date va être proposée au président qui va la promulguer après. Mais je pense que à partir du moment où l'opposition conteste même cette CENI, et elle conteste en même temps les deux scrutins, le double scrutin législatif et référendaire qui a été tenu, n'est-ce pas, par le passé, et auquel scrutin l'opposition avait boycotté. Moi, je pense que l'opposition a beaucoup trop de griefs pour que les élections, en tout cas, se tiennent le 18 octobre. Et moi, je pense que le président Guinée Alpha Condé est en train justement de sortir par la petite porte de l'histoire. C'est lui qui fut pendant 40 ans opposant au régime de Sékou Touré et au régime du général Lassana Conté. Si c'est celui-là arrivé au pouvoir dans des conditions troubles en 2010, et il a gagné une seconde fois pour un second mandat de 5 ans. S'il veut encore se maintenir au pouvoir, je pense qu'il va peut-être sortir par la petite porte. Moi, je pense qu'il serait bien pour lui, en tout cas, d'associer en tout cas l'opposition et de voir, même s'il y a lieu, n'est-ce pas, de reporter les élections présidentielles, histoire de permettre en tout cas de trouver un terrain d'entente avec l'opposition et d'organiser des élections pour une sortie honorable du pouvoir. Baba Youssouf Sissoko va parler d'Alpha Condé, sauf que l'intéressé lui-même, on ne sait pas, hein, il n'a pas dit qu'il est candidat à cette présidentielle du 18 octobre. Non, il a dit à des chefs d'État africains qu'il est candidat. Je pense même d'ailleurs c'est pour ça qu'il a des problèmes avec Youssoufou, parce que Youssoufou il a dit il ne faut pas te présenter, il a dit non, il ne faut pas te mêler de ça. Mais non, je pense très honnêtement qu'une fois que cette constitution votée, il a le droit de se présenter. C'est devenu un droit pour lui. Mais le problème est qu'au niveau de la Guinée, c'est un peu le même problème que nous on a ici avec cette Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle a validé ce scrutin avec la nouvelle constitution qui pose problème. Parce que apparemment la constitution qui a été votée par les électeurs n'est pas la même qui a été promulguée par le président. Donc, et ça pose problème. Et apparemment, c'est la Cour constitutionnelle a validé cette constitution. Donc, il y a déjà débat sur le problème de cette constitution n'est même pas fini. Qu'on va aller vers des élections. Bon, en Guinée, l'opposition autour de Seloun Dalein Diallo, elle s'est toujours opposée de façon féroce. Mais je pense attention, la Guinée est très stratégique parce que c'est un pays côtier comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Et pour nous, Sahéliens, c'est très important de maintenir cette digue-là. Il ne faut pas qu'il cède, parce que s'il cède, l'insécurité peut passer par là. Okay. Et je vais juste terminer sur ce point, sur cet aspect bien précis, que la communauté internationale peut jouer un important rôle au niveau de la Guinée. Sinon, si on laisse le gouvernement faire, Alpha Condé va forcer les choses. Et on ne sait pas comment est-ce que ça va finir. Maître Konaré, pour Baba, d'un point de vue légal, Alpha Condé peut se présenter, ça c'est vrai, mais d'un point de vue éthique, on comprendrait mal cette candidature. Non, ça c'est un débat purement théorique. Hein. Alpha Condé a hissé les couleurs. Il a réussi à imposer sa constitution et qui le rend éligible à un nouveau mandat. Il n'y a pas de raison qu'il recule dans la recherche de ce nouveau mandat. L'opposition n'ayant pas pu empêcher le référendum constitutionnel, je doute qu'elle puisse empêcher la prochaine présidentielle. On se dirige, à mon avis, vers une présidentielle boycottée par l'opposition et où Alpha Condé va s'imposer au premier tour avec 98% des voix. Oui, est-ce que ce sera une bonne chose pour l'opposition, Serge, de boycotter, de jouer la politique de la chaise vide?
Ah non, si vous posez la question comme ça, vous me coincez. Le problème, c'est de dire, de me poser la question aussi ouverte comme tous les autres. Qu'est-ce que tu penses de la situation? On ouvre la question alors. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Il m'aime pas trop. Ne constatez pas. On ouvre la question. Amène de mon témoin. Tu vas dire, oh Serge, je connais sa position sur la Guinée. Il faut Non, le coronavirus avait calmé la situation en Guinée. On a eu la paix parce qu'il y avait le coronavirus. Il y a eu un plan national, il fallait lutter. Et maintenant, ça reprend. J'ai écouté l'ancien ministre de la Justice de la Guinée. C'est quand même grave ce qu'il a dit. Il a dit que la constitution qui a été adoptée par voie référendaire n'est pas celle qui a été promulguée par... C'est très grave. C'est-à-dire que la notion de haute trahison, c'est cela. Si c'est vrai que les Guinéens ont voté pour une constitution et qu'on leur présente une autre constitution, c'est très grave. Seront sérieux, je ne sais pas. Mais c'est quand même l'ancien ministre de la Justice qui le dit. Je n'ai pas entendu la réaction du gouvernement. Ce qui serait simple en Guinée, c'est qu'Alpha Condé dise dès le départ, je serai candidat, je ne serai pas candidat. Ça va se dégonfler comme une baudruche. Pour l'opposition, parce que je ne fuis pas votre question, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, je vais aller aux élections, mais à condition. Donc ce n'est pas une opposition fermée. Ce n'est pas du tout une opposition fermée. Et donc il faut quand même s'asseoir là aussi pour parler. Mais c'est le président de la République, ce sont les présidents de la République qui détiennent les clés des problèmes. Si Alpha Condé dit « je suis candidat », je ne suis pas candidat, ça éclaircit tout de suite. Mais il ne faut pas se cacher derrière la Constitution en disant « ah, pour le moment, ce n'est pas être candidat ». Non, il faut dire les choses clairement, je pense. Il ne t'a pas dit ça officiellement. Est-ce que tu vas? Ouais, maître, justement, la CEDEAO aussi, elle doit aller en Guinée. Est-ce que ce n'est pas le moment d'y aller au lieu de mettre un peu le cul sur le La CEDEAO a tout fait. Elle ne pourra pas empêcher la candidature d'Alpha Condé. Elle ne pourra pas empêcher la tenue de la présidentielle. La CEDEAO, si vous voulez, ne sert pas à grand-chose. Il faut parfois l'écouter, mais chaque fois que les chefs d'État ne veulent pas l'écouter, la CEDEAO ne peut rien. Oui, vous pensez qu'elle est souvent dépassée, Sissoko, vous aussi, la CEDEAO? Oui, effectivement, la CEDEAO n'a pas de moyens. Mais il a permis le retour à l'ordre constitutionnel au Mali en 2012. Au Mali, oui, effectivement. En fait, l'organisation sous-régionale, malheureusement, n'a pas de moyens, en tout cas coercitifs, sur les différents régimes. Et elle ne peut que peut-être brandir quelques sanctions, etc., etc. Sinon, si elle avait ce moyen-là, c'est justement d'imposer, en tout cas au chef d'État, le respect de la Constitution, le respect en tout cas des engagements. Et ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est que, en fait, je sais qu'il n'y a aucun obstacle juridique qui empêche aujourd'hui Alpha Condé de se présenter. Mais tout comme Alassane en Côte d'Ivoire, mais Alassane quand même a eu l'élégance en tout cas de renoncer à un troisième mandat. Donc là, je pense que, oui, mais je pense que Alpha Condé aussi, après avoir fait 2 mandats, je pense que honnêtement, il doit céder maintenant. Il a quel âge? D'accord. Plus de 80. Ok, peut-être avant de se quitter, un mot sur la lettre, le prochain lettre confidentielle. 30 secondes, voilà encore, c'était. Ouais. Alors, pour cette semaine, il y a un numéro, c'est sur le président de la République. Notre président de la République est-il malade? Il y a eu tellement de rumeurs sur sa barbichette blanche, est-ce que c'est parce qu'il est malade, est-ce qu'il a été se faire soigner? Donc la une, c'est cela, et je vous invite à lire la lettre. Le titre, c'est quoi encore? Le président de la République est-il malade? Ok, voilà. Le président de la République est-il malade? Point d'interrogation. Et c'est ce qui met un terme à ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient M. Cheikmar Konaré, avocat, Youssouf Sissoko, directeur de publication de Info7, Baba Ahmed, directeur de publication de Nord sur le Journal, Serge Daniel, journaliste et écrivain, directeur de publication de la lettre confidentielle du Mali. 21h politique, le débat avec Robert Dissa autour du thème la crise du droit et le droit de la crise, avec comme invité Dr Paul Traoré, Dr Souleymane D, Dr Abdul Karim Doumbia et Dr Boubacar Diawara. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat.